Alors, commençons cette session sur les politiques canadiennes sur l'immigration et mise à jour sur la législation. Et aujourd'hui, on a Atulia Sharman, avant de vous présenter quelques notes logistiques à la table. Vous avez entendu plusieurs fois, il y a des formulaires d'évaluation. Veuillez les remplir concernant la session, mais aussi pour donner de la rétroinformation sur la conférence. Si vous les avez remplis, vous pouvez rendre la copie physique à moi-même ou les remplir l'évaluation sur l'application. La partie importante, alors on a Atulia Sharman, alors qui est avocate à South Asian Legal Canadian Ontario, il a une maîtrise en droit de l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique, et il a tenu différents postes à Celco. Il représente des clients différents tribunaux, et, y compris de la migration. Il a participé activement à plusieurs réformes. La campagne sur la couleur de la pauvreté. Alors, bien, merci à Tulia. Merci. Nous avons aussi Gourmat Randhara, qui est avocat du personnel à la South Asian Legal Clinic of Ontario. Avant cela, elle a passé le barreau de l'Ontario en 2022. Elle offre des services juridiques dans plusieurs domaines, y compris l'immigration, l'assistance sociale, le logement, l'emploi et les droits de la personne. Elle a obtenu son diplôme en journalisme et le droit euh, de l'université de Georgetown, où elle s'est concentrée sur le droit international et les droits de la personne. Alors, merci à vous deux pour être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Alors, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Alors, bienvenue. Je vais commencer. On va parler de mise à jour un peu folle sur l'immigration. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias. On va passer en revue ça. On va pas couvrir toutes les petites mises à jour sur l'immigration parce qu'elles nous prendraient 2 jours. Donc, on va se limiter aux mises à jour les plus importantes. Merci pour ma présentation. J'ai passé la parole à ma collègue Gourmat. Bonjour à tous. Merci pour vous joindre à nous. On vient de la clinique juridique du sud de l'Ontario et de l'autre, on offre des services et de la représentation de plusieurs domaines juridiques. Alors, on travaille aussi avec les fournisseurs de services. Il y a aussi des critères financiers d'admissibilité. On est à Young et Shepherd. Ça, c'est pas très loin d'ici. Vous pouvez venir nous visiter. On va commencer à la structure juridique du droit de l'immigration au Canada, de façon à ce que vous puissiez comprendre le cadre de ces changements qui se produisent. Euh, qui- alors, alors voilà. Alors, qu'est-ce que le droit de l'immigration? Où on peut trouver ça? Voilà où vous commencez. Vous la loi sur la protection de l'immigration et des réfugiés et les règlements, ces règlements, c'est la loi qui régit les procédures concernant les immigrants et les réfugiés au Canada, qui peut rentrer au pays et qui doit quitter le pays. C'est la loi qui donne au ministre, qui lui donne au ministre le droit, le pouvoir de gérer tout ça. Que toutes les procédures
que vous avez observé depuis 2 ans, ça vient de ces lois. Du côté citoyenneté, on a la loi sur la citoyenneté, c'est ce qui gouverne la façon comment les gens obtiennent leur citoyenneté, peuvent abandonner leur citoyenneté et, y compris le processus de naturalisation. Je vais ralentir un petit peu. Alors, bien évidemment, il y a la charte des droits et des libertés, la charte canadienne, mais comme tout, la charte s'applique à toutes les décisions d'immigration et réfugiés. C'est pas possible de remettre en cause des décisions en vertu de la charte des droits de la personne. Et nos lois font aussi partie couvertes par les instruments internationaux, parce que le Canada a signé ces ententes, ils ont des droits et des obligations. Et on trouvait ça, euh, il n'y a pas de gens d'IRCC. Alors, quelle est la portée de l'IRCC? C'est le ministère qui développe et met en œuvre les lois, et c'est aussi, et une des responsabilités, c'est de superviser les programmes. Ils ont des bureaux au Canada, dans le monde entier, et c'est eux qui gèrent les visas de résidence et ainsi de suite, les statuts. Et bien sûr, la CBSA, c'est l'agence de protection de la frontière. Il gère l'entrée et la sortie, même si quelqu'un a un visa délivré par l'IRCC, une personne qui rentre au Canada, l'entrée est décidée par un agent de CBSC. Ils sont aussi responsables pour la détention et l'expulsion de quelqu'un. Si quelqu'un au Canada sans statut mais qu'ils aient des raisons pour détenir, pour arrêter cette personne, tout ça est la responsabilité de la CBSA. Et enfin, il y a aussi l'immigration Refugee Board. La loi donne, c'est un tribunal. Ils ont 4 divisions, même ils ont été créés par la loi sur la protection des réfugiés. C'est un organisme indépendant. Ils sont indépendants de l'IRCC, ils sont indépendants de CBSC. Il y a la division de protection des réfugiés et ils gèrent les demandes de statut de réfugié. Si quelqu'un demande le statut de réfugié de l'intérieur du Canada, ils arrivent à la frontière, le processus, une bon nombre d'entre eux ont des audiences et ça se passe à la division de protection des réfugiés. Si ça ne fonctionne pas, ils peuvent appeler la décision. Il y a aussi la division d'immigration, d'appel. Si quelqu'un est inadmissible, si quelqu'un a été arrêté, si quelqu'un est un résident permanent et pour une raison qui sont inadmissibles, ils vont recevoir une ordonnance euh, à propos de leur inadmissibilité. Ils entendent aussi des fois il y a des abus des demandes. Euh, L'appel va à la division de l'appel d'immigration. Et séparant de tout ça, il y a le tribunal fédéral. La différence, c'est que l'IRB, c'est un tribunal administratif, alors que le tribunal fédéral, c'est un tribunal judiciaire. Alors, c'est seulement un examen, une commission d'examen. Une fois, il faut la permission du tribunal pour vous, pour que soit entendu. Euh, en vertu de l'examen,
on examine comment une décision a été prise et si une décision a été prise en basant sur les lois ou s'il y a une procédure d'inéquité dans la décision, ou s'il y a eu des retards déraisonnables, si on regarde la procédure plutôt que le résultat de la décision. C'est c'est différent de l'appel parce qu'un appel, pour un appel, on peut remplacer alors qu'un examen judiciaire, on peut seulement mettre une décision de côté. Ils peuvent déclarer une décision invalide ou s'il y a des retards, ils peuvent demander de prendre une décision. Et dans les deux cas, c'est le tribunal qui remplace les décisions. Et c'est à partir de quels critères on peut réexaminer une décision? Alors, ils ont l'autorité juridique de le faire dans leur prise de la décision. Il faut s'assurer qu'ils font le travail de façon équitable et raisonnable. Je vais pas, quelque chose à se rappeler sur les tribunaux fédéraux. Si une décision d'immigration a été prise du Canada, il y a une période de 50 jours, et si la décision excède le Canada, il y a 60 jours. Euh, il faut regarder la date et dire à votre client, non, c'est 15 jours si ça a été pris au Canada. Alors, durant cette présentation, euh, les termes généraux du statut au Canada, alors il y a les résidents temporaires, les résidents permanents, les citoyens étrangers. C'est tous les gens qui ne sont pas résidents permanents ou citoyens. Alors, alors les apatrides, c'est les gens qui n'ont pas de nationalité. Ils ont peut-être un statut d'immigration, mais ils n'ont pas de nationalité. Les personnes protégées, c'est personnes qui ont reçu une protection de réfugié acceptée au Canada. Et les personnes inadmissibles, c'est que quelqu'un ne peut pas rester ou entrer au Canada pour des raisons euh, décrites par la loi. La raison pour l'inadmissibilité, c'est il y a des critères aussi. Alors, différents types de résidents permanents, le visa de visiteur, le permis d'études, les permis de travail. Alors, à cause de l'inadmissibilité, il y a des gens qui ne peuvent pas demander un visa normal ou un permis de travail normal dont ils demandent un permis de travail temporaire, un visa de visiteur. Et ça dure 6 mois. On entend souvent, je suis au Canada, mais mon visa n'est valide jusqu'à 28. Mais le début commence la date d'entrée au Canada. Quelqu'un peut avoir un visa valide, mais s'ils sont là pour une année déjà, ils n'ont jamais demandé à prolonger, ils n'ont pas de statut. De face à un permis d'études, c'est en général, euh, c'est 1 an plus 90 jours. Euh, Il y a des permis, pour les permis de travail, il y a des permis ouverts ou fermés. Euh, il y a des restrictions sur les permis de travail et certaines professions. Il y a des professions que vous ne pouvez pas appliquer lorsque vous êtes étranger, mais généralement parlant, il y a presque toutes les professions. Alors, il y a généralement 4 façons de devenir résident permanent. Alors, il y a la
catégorie économique et, et ces programmes dénominés provinciales, ça dépend des priorités gouvernementales. Ils priorisent des gens, par exemple, si vous parlez français, par exemple, c'est conçu pour les travailleurs qualifiés. Vous avez la catégorie familiale qui permet aux citoyens et aux résidents permanents pour être réunifiés avec des membres de la famille. Et un des objectifs, c'est la réunification. Il y a des critères d'éligibilité. Il faut être adulte, vous devez être viable financièrement. Il faut avoir un niveau minimum de revenus, mais ça dépend de qui vous voulez sponsoriser. Après, il y a la catégorie des réfugiés. C'est pour les gens qui ont reçu le statut de réfugié. Alors, ils ont le droit de demander la résidence permanente. Ils n'ont pas, ils ont pas le droit d'être acceptés, mais ils ont le droit de demander. Ce sont des gens qui ont été sélectionnés par la Commission des droits de la personne. Ils arrivent au Canada. Ils ont déjà reçu cette protection. Ils peuvent être sponsorisés de façon privée. Des citoyens privés peuvent sponsoriser. Ce programme est en pause et il y a HHC. Alors, il y a aussi les demandes pour cause humanitaire et compassion. Ce sont des gens qui sont déjà au Canada et s'ils perdent, s'ils doivent quitter le Canada, ça créerait des difficultés déraisonnables. Ils peuvent demander des exceptions. Cette application peut être faite en dehors du Canada, mais selon la loi, une différence est qu'il n'y a pas d'obligation de l'IRCC de traiter les demandes qui proviennent de l'étranger. Alors que si ça vient de l'intérieur du Canada, ils doivent statuer. L'IRCC doit statuer. Mais alors que si ça vient de l'extérieur, l'IRCC n'est pas forcé de répondre. Et enfin, il y a le TRP. Si quelqu'un a eu un permis de résidence temporaire, c'est quelqu'un et est resté déjà 3 à 5 ans, vous avez le droit pour la résidence permanente. Et ça doit être fait. Si vous êtes médicalement inadmissible, vous pouvez poser votre candidature après 3 ans, alors que si vous êtes inadmissible, vous pouvez le faire après 5 ans. Alors merci, ça a été très utile, ça met en place les choses pour l'étape suivante. C'est un peu ennuyeux, mais c'est important. On est tous dans le secteur de l'immigration. Il faut gérer ces questions tous les jours. Vous avez entendu ce matin comment les sentiments anti-immigrants se développent. Il y a des sentiments négatifs gigantesques par rapport aux immigrants. On va essayer de comprendre à quoi les chiffres, quels sont les chiffres. Alors, le gouvernement a le mandat de déclarer des plans d'immigration chaque année pour les 3 années à venir. À ce point, voilà les chiffres que nous avons pour les plans de niveau d'immigration. Ils peuvent rester là où ils sont ou ils pourraient changer dans les semaines à venir. Il doit amener les nouveaux chiffres aussi, mais voilà, mais ça, c'est les chiffres de l'an dernier. Voilà la moyenne, une moyenne de 395 000 pour 2025, 380 000 pour 2026 et 365 000 pour 2027. Alors, les chiffres descendent.
les chiffres descendent. Je vous ramener les souvenirs lorsque Trudeau était au pouvoir et qu'il y avait une poussée anti-immigration. On avait un demi-million qui est arrivé au pays chaque année. Et je ne serais pas surpris si ces chiffres vont encore être réduits. Ils veulent encore les réduire, encore plus. Voilà les chiffres pour les résidents temporaires, voilà les projections. Et une des questions qu'on nous demande souvent, comment on fait ces calculs? C'est pas nous qui font l'équivalent. Les RCC, ils prennent pas en considération les gens qui quittent le pays. Donc, ce sont les gens qui, ça vient, c'est les chiffres du site web d'IRCC. C'est comme ça qu'ils décomposent les choses. Pour 2025, dans l'ensemble, les arrivées, 673 000. Et après, les travailleurs, je ne vais pas lire tous les chiffres. Une bonne partie des changements, étant donné les changements, le message pour les sentiments du globo qui veulent venir au Canada, le Canada est devenu une bonne destination pour les gens du monde entier. Il y a un message, c'est pas le bon moment pour venir au Canada. Et ça se passe aussi, bien que ces chiffres sont de 2025, mais à cause du sentiment négatif créé, la, la population des étudiants a encore été réduite de 70%. C'est un changement massif par rapport à 2024. Septembre 2024, c'est les gens, les gens ne choisissent pas le Canada comme destination de travail euh, à cause des cheminements de résidence permanente. Même les gens qui sont déjà là, ils ont du mal à devenir résidents permanents. Il va y avoir 1,2 million de personnes qui vont avoir des problèmes pour maintenir leur statut alors que leur permis va expirer dans les 2 prochaines années. Donc on a une situation grave dans nos mains. Alors, mise à jour pour les permis d'étudiants. Je suis sûr que vous le ressentez aussi. Mais vous gérez surtout des demandes de résidence permanente, mais les étudiants, c'est une grande population, particulièrement dans le Grand Toronto. Il est important de connaître les changements qui sont apparus au cours des 12 derniers mois. Encore une fois, je veux clarifier en Vigan, 437 000 permis d'étudiants vont être approuvés, une réduction de 10% par rapport à la B24. C'est une projection. C'est une projection du gouvernement. Alors, et l'an dernier, à la conférence, on parlait des lettres d'attestation du gouvernement. C'est un système institué par le gouvernement pour assurer quels étudiants vont aller dans quelle partie du pays. En fonction de ça, ils gèrent l'afflux d'étudiants et ce qu'on entend des membres des familles, où les membres des familles veulent venir au Canada. Une fois que vous avez appliqué pour un permis d'étudiant et que ça a été refusé, la demande ne peut pas être utilisée de nouveau. Ça veut dire, je ne sais pas si je dois vous donner le nouveau PL, je ne sais pas si vous allez avoir ce qui se passe. Euh, cette chute, ça va créer une perte de 10 000 emplois dans le secteur de l'éducation, pour l'Ontario uniquement. Ça va avoir un gros impact, fermeture de campus, emploi pour les enseignants, ce sont les répercussions.
J'ai parlé déjà. Alors, les exigences révisées par rapport au coût de la vie pour les permis d'étudiants. Donc, sur les exigences en matière de soutien financier, ils doivent dépasser les limites de l'ICO. Euh, ils doivent avoir 22 000 $ en plus des frais de scolarité et des frais de voyage. Ils doivent avoir ce montant en termes de GIC, euh, dont il faut qu'ils amènent, c'est le critère d'admissibilité. Ça ne garantit pas le permis d'étudiant. C'était un gros changement qui s'est produit au cours des 12 derniers mois pour les étudiants de troisième cycle. Alors, pour les gens qui ne le savent peut-être pas, pour une bonne longue période, à partir de 2009, euh, si vous êtes dans le système depuis un peu mal de temps, c'était l'époque où l'Angleterre, le Royaume-Uni a réduit ce nombre de permis d'étudiants. Le Canada a profité de ça pour créer des programmes spéciaux, pour avoir des gens des Philippines, et ont accéléré les demandes de traitement des permis, des demandes de permis d'étudiants. Avec ça, ils ont aussi commencé une autre catégorie. Si je viens ici pour des études, voilà, si je veux rester ici, vous pouvez devenir permanent résident après vos études. Et ça marchait depuis 15-17 ans. Mais ce qui se passe, si vous terminez votre éducation depuis 2 ans, vous pouvez obtenir un permis de travail pour 3 ans. Vous avez des points d'éducation pour 2 ans et, et des permis de l'expérience canadienne de 3 ans. On pouvait simplement atteindre la marque de se retrouver la catégorie C pour arriver au seuil avec 2 ans d'éducation, 1 an de travail. C'est pour ça que ce permis de 3 ans était un indicateur clair. Ça a changé tout ça. Maintenant, le permis de travail de 3 ans est seulement admissible pour les maîtrises et les doctorats. Et ils ont aussi ajouté des exigences de domaine d'études. Euh, Ce que le gouvernement dit, qu'on a besoin d'un certain type d'étudiants pour contribuer au marché du travail. Et c'est basé sur les données ici, les données du marché du travail et de l'industrie. Et ça sont les trois que vous remarquez ici. C'est marqué 119 à l'heure actuelle. Et ça arrive encore. Et on a besoin de ça. Mais c'est caractérisé par un changement. Auparavant, on avait besoin d'un test en anglais, de façon telle qu'on pouvait maintenant entrer à l'université pour le deuxième cycle. Et il y avait des pierres miliaires qui étaient utilisées. Par exemple, si quelqu'un est ici à l'université au Canada, mais si elle est au collège, c'était légèrement différent. Le critère était légèrement différent pour indiquer quel était le niveau d'anglais pour obtenir un permis pour travailler. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler n'importe où. Il y a 22 ans, je suis venu et il y avait 4000 personnes qui entraient, des gens comme moi. On n'avait pas ça. Il fallait trouver un poste de travail. Dans... Après quoi, on pouvait à ce moment-là obtenir un permis pour travailler. Donc, on est en train de revenir là où j'ai trouvé le Canada.
pour que vous le sachiez, la classification est une classification qui est disponible sur notre site internet. On en a déjà parlé. Quand on regarde maintenant au travail après qu'on a obtenu le diplôme du deuxième cycle, on, une des choses qu'on a remarqué, c'est que, et je veux pas maintenant, et je vais vous le dire, c'est que toute institution où on enseigne doit avoir quelqu'un qui est un consultant. Ça s'appelle un ARSA. C'est le nom technique pour le consultant. Toutes ces, toutes ces institutions, donc, ont au moins une personne comme ça qui est payée par l'institution. Et l'immigration dit que si tu veux quelque chose, tu dois passer par cette personne. Et il y a plein de ces postes qui sont maintenant éliminés. Mais ce sont les personnes qui vraiment sont en mesure que de te guider dans le labyrinthe. Mais alors, comment est-ce que tu peux obtenir le PDG-PG qui s'appelle DLA aussi? À nouveau, c'est quelque chose qui est important, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les institutions utilisent leur statut quand il y a toute une cohorte qui est là, qui prend des cours. Après quoi, il y a des critères qui sont différents pour les personnes qui maintenant en sortent et peuvent passer au UPT. C'est pas tout le monde qui comprend ces nuances qui existent parmi les programmes. C'est pour cela qu'il faut se renseigner et surveiller. On doit donc demander à un PDG dans les premiers jours pour obtenir les notes et aussi pour être en mesure de démontrer ses capacités linguistiques pour ce qui touche maintenant le, tout ce qui touchait les conjoints. Peut-être vous avez déjà parlé de tout, entendu parler de tous les acronymes qui étaient relatifs aux conjoints. Il n'y a pas vraiment de terme normalisé, il y a un peu de tout. Et on peut l'utiliser pour des enfants, on peut l'utiliser pour même une épouse, un époux, car on essaie de trouver des gens partout au monde. Et donc, on va transformer le Canada comme étant la Mecque pour comme endroit où travailler, et tu peux emmener la personne avec qui tu es marié. À ce moment-là, tu peux venir ici et vous pouvez travailler. Donc, l'étudiant arrive, étudie, et l'autre personne travaille, l'enfant va à l'école, c'est bien. Tout le monde a mis ça. Le système, ou bien ou mieux, l'idée que se faisait le gouvernement a changé. Ils ont dit, ah, c'est pas très responsable. Et c'est pour ça qu'ils ont changé. Ils ont dit que seulement pour le conjoint, loi conjointe de quelqu'un qui est au deuxième cycle d'études, pas autrement. Maintenant, c'est plus le cas, on peut plus emmener les autres. Pour ce qui touche maintenant les familles, c'est une famille restreinte. C'est une famille uniquement pour certaines personnes et uniquement pour la famille restreinte, non pas pour la famille au sens large. Quand on ne va pas étendre ces définitions, pour ne pas étendre la sens de responsabilité, ça, c'est une sous-division qui a été mise à jour en 2021. Je crois que il y avait 50 000 postes de travail qui étaient disponibles de ce côté. Ne me citez pas parce que je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est le bon chiffre. Si maintenant a le droit d'amener le conjoint, la conjointe, hein, on se retrouve avec un volet où on évalue le poste de travail et la description du poste, c'est important. Mais le titre doit maintenant être un titre qui réfléchit cela, autrement ça va causer des problèmes.
Et l'ARC va produire ce genre de permis pendant les années à venir, car il pense que l'économie canadienne en a besoin. Et moi, je comprends que vous allez le voir dans votre ligne de travail, parce que on nous pose ces questions tout le temps. Par exemple, j'ai un permis qui maintenant périme dans 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et même les avocats, eux aussi, ils n'ont pas beaucoup d'options non plus. Et c'est pour ça qu'il y a un défi. Et vous devez donc trouver que on vend les postes et les gens les achètent. Il y a, pour obtenir un PR et on se retrouve avec des faux postes de travail. C'est un problème qui est énorme. Mais les gens sont désespérés, ils vont faire de tout. Une autre chose qui ne fait pas partie de la présentation est que le gouvernement a éliminé les LMAE. Quand il y avait cette évaluation qui s'appelle l'LMAE, qui est l'évaluation de la force travail, car ceci, vous pouvez vous donner un certain nombre de points sur la requête pour venir ici au Canada. Le gouvernement l'a enlevé il n'y a pas longtemps. Et ils ont dit que il y a tellement de gens qui vendaient des postes de travail et c'était pas des postes de travail, c'était de la pure escroquerie. Donc, pour éliminer l'escroquerie, ils ont éliminé ce système. Il va toujours avoir des escrocs. Et comme on l'a vu, il y a bien sûr des politiques qui vont façonner le paysage de l'immigration. Et ça, c'est quelque chose qui change tout le temps. Par exemple, maintenant, les étudiants peuvent travailler hors du campus, mais même quand ils étudient. Ça, c'est un des changements qui a eu lieu lors de la pandémie de la Covid. Bon, dis-moi, des choses qu'on a fait avec la loi sur la citoyenneté, c'est que il y a eu un cas qui a été envoyé au tribunal et le gouvernement dit qu'ils vont pas faire appel. C'était le cas où on avait créé un lien substantiel avec des gens qui étaient nés hors du pays. Alors, le gouvernement a dit, OK, on ne va pas vous envoyer au tribunal, vous faire passer devant le tribunal, mais on va créer une niche au sein de la loi, de façon telle que maintenant, si on était né hors du Canada, on pouvait devenir un citoyen canadien. Donc, mais ça, c'est pas encore été approuvé. Donc, essayez que de regarder ce qui se passe dans le Parlement fédéral. Bien, voici donc, vous avez entendu ça tout le temps. Probablement, vous avez tous entendu parler du projet de loi numéro C12. C'est la loi sur les frontières solides et du pur et dur. C'est, c'est, c'est quelque chose qui continue. C'est un suivi à cause du climat vis-à-vis de l'immigration. Et un des points saillants ici, c'est comment est-ce que tu changes la loi? En la changeant! Ben, c'est il n'y a pas plus simple que ça. Donc, si maintenant tu, tu changes le règlement, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin que de changer la loi elle-même. Donc, il faut toujours regarder ce qui se passe sur le site pour l'immigration plutôt que ce qui se passe au niveau de la loi, parce que déjà le site peut te dire ce qu'il se passe, même s'ils n'ont pas changé la loi. Ça te rappelle des temps qu'on avait Jason Kenney, c'est-à-dire quand on pouvait changer, que c'était comme marcher dans les sables mouvants, tout changer. Et on se dit, dans 3 jours, il va y avoir ceci et puis cela. Et les avocats vont poser la question. Et ça veut dire quoi? Et la réponse est, bon, c'est bas.
Donc il faut que d'une façon ou d'une autre, tu vis avec. Et or, tout cela a maintenant un impact direct sur nos vies. Revenons maintenant au projet de loi C12. Il y a maintenant des gros changements qu'on est en train de proposer à ce projet de loi. On va maintenant examiner une partie de ceci. On va maintenant changer, suspendre la demande venant de certaines personnes si c'est dans l'intérêt du pays. C'est énorme, n'est-ce pas? C'est énorme. Bien. Je vous rappelle ce qui s'est passé en Jason Kenney, qui était le ministre de l'immigration. Ils ont fait, ils ont fait, si qu'il y avait une loi semblable. On a amené quelque chose uniquement que les gens qui étaient qualifiés. Après quoi, c'était, donc ce qu'on a ici, c'est une espèce de loi très semblable où l'on n'accepte que les qualifiés. Peut-être vous l'avez déjà entendu ou vous l'avez vu quelque part. Les changements peuvent être faits au- et puis disent que ça peut prendre 100 mois, plus 110 ou autre. Et ils peuvent continuer à changer cela. Moi, je pense, et d'ailleurs, ce n'est pas le seul, c'est que c'est fait exprès. C'est pas une erreur technique. Il y a eu un changement il y a quelques semaines, ils ont dit. Ça, c'était une question technique. Pas du tout. Pas du tout. Et l'RCC a dit que non, c'est pas une question technique. C'est pas ça. Il n'y a pas de, c'est pas un lapsus calami ou quelque chose comme ça. C'est pas ça du tout. Et on peut maintenant considérer qu'on va examiner ta requête sur 6 ans, voire 7. Et ceci signifie donc que qu'il y a la question de l'intérêt public. Et c'est ça qui maintenant dirige tout. Par exemple, on a trop de ces gens-là. On va donc, tac, 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 éliminer les requêtes qui sont dans le système. C'est exactement ce qu'on a fait avec des demandes il y a quelques années. Et il semble que c'est ça qu'on aura. Il y a des changements. Et on va avoir maintenant des retombées assez toxiques, nocives. Quand on a maintenant les gens qui essaient d'entrer ici au Canada et qui, dans les 14 jours, n'ont pas été envoyés à l'IRB, on est en train d'enlever ces droits que les gens auparavant avaient. C'est ça qui arrive, qui est en train d'arriver. On est en train de complètement détruire le système qu'il y avait et tous les droits qui étaient imbus dans le système. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. C'est, on a aussi des gens qui vont maintenant retourner volontairement chez eux. Ça n'avait jamais été appliqué auparavant. Ceci permet au système, hein, et j'ai un exemple pour cela. Par exemple, quelqu'un qui arrive à l'aéroport de Pearson, et puis il y a un agent qui dit que moi, je pense pas que tu es ici pour une raison légitime. T'es pas là pour voir ta famille. Et donc, j'annule. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. On a le droit de bloquer, d'annuler une demande. C'est un changement majeur. En outre, peut-être vous avez déjà remarqué le point suivant, où il y avait aussi que pendant les 5 dernières années, on n'a pas pu parrainer les parents, les grands-parents. Ça fait 5 ans qu'on peut pas. On a essayé de le faire pendant la pandémie. Et donc, ces gens-là ont des requêtes qui sont en train d'être examinées. Mais, mais on ne sait pas à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe si on va maintenant avoir ce genre de requête l'année prochaine ou non, dans le sens si on va accepter ce genre de requête.
C'était parce que le programme a été fermé pendant 5 ans. L'année dernière, ils n'ont pas pu le faire. On ne sait pas quand ils vont être en mesure maintenant que de présenter ce genre de requêtes. Il y a eu des changements et le gouvernement dit qu'il y a maintenant un visa pour parents, ce qu'on appelle le super visa, comme étant un substitut pour l'intérêt. Mais c'est quelque chose de temporaire. Si tu veux le PDP, tu peux venir ici comme super visa, mais ça te donne le droit de rester au Canada de façon temporaire. Donc on continue de surveiller ce qui se passe. Bien. Bon. Merci. On voulait maintenant regarder à certaines questions qu'on a remarquées avec des clients et des gens qui sont en première ligne. Par exemple, il y a quelqu'un qui arrive, entre, et puis on peut se retrouver avec des questions qui ne te touchent pas toi, mais touchent la personne pour qui que tu as parrainé. Il y a quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui a abusé, par exemple. Il y a plusieurs façons grâce auxquelles on va voir ce qui se passe avec le conjoint, la conjointe. Et si tu es associé à une requête, hein, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si tu es sur un formulaire ouvert, hein, ce, ce signifie que, par exemple, on peut avoir, par exemple, une personne qui vient ici pour travailler, l'autre personne ici pour étudier. Et même avec les demandes de résidence permanente, on n'est peut-être pas le premier, mais la deuxième personne sur la requête. On est donc une autre personne, et non pas la première. Ce qui se passe quand on examine cette requête, même si c'était pas la première personne qui a fait la demande, tu vas avoir de retombées. Et ça, c'est vrai, et ça va toucher, par exemple, ton statut, la carte de service sanitaire. Car il y a seulement certaines personnes, c'est pas tout le monde qui peut obtenir la carte de système OHIP. Et pour les gens qui peuvent travailler ici, ils doivent avoir été au Canada pendant au moins 18 mois et ils doivent avoir un permis valable. Il y a des gens, par exemple, qui ont des permis, mais ne peuvent maintenant avoir accès au système sanitaire que si maintenant vous avez aussi fait demande grâce à une agence que d'être résident. Une fois qu'on a passé par la première démarche, vous devenez une personne qui est protégée et vous avez donc accès. Si quelqu'un essaie que d'accéder au système de la santé, vous voulez peut-être voir quelle est la meilleure façon que de le faire. Pareil pour l'assistance sociale. Il y a certains critères qu'il faut respecter. Il y a aussi quelque chose de très récent où on a regardé aux demandes qu'on a acceptées et on veut savoir exactement quel est le statut pour voir ce à quoi on peut accéder. Il y a aussi la question du logement, des loyers. Ici en Ontario, il faut, si t'as pas un citoyen, ou t'es pas un résident permanent, à ce moment-là, tu peux être sur la liste pour obtenir un logement, mais tu vas jamais obtenir un logement si t'es pas résident permanent. Donc quand tu travailles et t'es dans une autre catégorie, il y a le moment quand on peut faire demande pour un logement et le temps qui coule avant qu'on va obtenir un logement, c'est une fenêtre très très brève. Après quoi, si tu n'as toujours pas le logement, tu devras en trouver ailleurs. Et c'est ça qu'on remarque avec cette nouvelle loi. Quand le statut est là, tu peut maintenant
obtenir un logement et social. Et il y a aussi des groupes vulnérables qui sont des victimes, par exemple, qui ne savent pas que la fenêtre d'opportunité est très brève. Quand on regarde maintenant aussi aux bénéfices pour les enfants ici au Canada, si c'est un temporaire, c'est pas pareil que si on est un citoyen. Tu dois avoir été au Canada pendant 10 mois. Et tu dois avoir un permis qui est valable pour les 18 prochains mois. Et donc peut-être tu as été ici pendant 18 mois, mais ton permis pour les prochains 18 mois, ça c'est un gros problème. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et si le parent, par exemple, ne retombe pas sur le statut, ça c'est comme ça que ça marche. Pareil avec, si même si l'enfant est citoyen, ça ne veut pas dire que le parent a accès au service. C'est quelque chose maintenant qui est devant les tribunaux. Et qu'est-ce que maintenant, que se passe-t-il quand quelqu'un perd le statut? Parce que il se peut que quelqu'un puisse le perdre. Si maintenant, vous êtes maintenant, votre statut est lié à votre conjoint, votre conjointe, on, ceci veut dire que c'est pas toi qui a fait demande, c'est l'autre. Et si l'autre personne maintenant a une demande qui maintenant est niée, l'autre personne se retrouve maintenant sans statut. Parce que tu es des personnes dépendantes dans la requête. Et tu te retrouves à être peut-être au Canada, par-delà le temps qui est alloué. Et quand on regarde à quand maintenant on va vous donner le parrainage, et on te dit, félicitations, cette personne ne va jamais obtenir la, la validation à nouveau. Si quelqu'un te dit, ça, c'est une lettre, mais la lettre n'est pas suffisante, on a besoin d'autres documents. Il faut donc qu'il y ait mais de l'aide légale. Parfois, on voit le fait qu'il y a des gens qui pensent avoir envoyé, avoir soumis le formulaire. Ils pensent qu'ils ont le droit d'être ici, ils pensent qu'ils ont le droit de travailler ici. Mais comment maintenant ils, euh, ils savent que c'est pas le cas parce qu'il y a un rapport qui se brise et c'est à ce moment-là que les problèmes émergent. Pareil, quand vous regardez à la famille, il se peut que, pour une raison ou une autre, il y a aussi des communications qui ne sont pas les bonnes. Il y a des gens qui pensaient avoir été parrainés par la communauté. Il y a des programmes avec toute la liste des exceptions pour indiquer comment quelqu'un à qui on a nié le droit de venir ici, par la suite, peut faire une autre requête. C'est valide aussi pour les gens qui étaient associés, parce que ce n'était pas eux qui avaient fait la requête, en fait, la toute première requête qui n'avait pas été acceptée. Dans ce cas, vous devez mettre de côté la requête initiale et vous devez maintenant comprendre quelle est la meilleure solution pour ton cas. En outre, s'il y a quelqu'un qui arrive ici et devient permanent, un résident permanent, si on parraine, et il y a eu des cas de fraude où la personne ne sait pas, n'a pas représenté ses propres données, il peut y avoir une enquête et tu, à ce moment-là, tu vas être jugé comme étant non admissible et tu risques de perdre. Et il y a des gens qui ont perdu. C'est le cas. Il y a des gens qui ont perdu ce statut. Et des gens qui sont venus ici étaient parrainés. S'ils reçoivent une lettre des autorités indiquant que ce que tu nous as dit n'était pas toute la vérité, et à ce moment-là,
Ou dans un autre cas, celui où maintenant on est ici avec un visa de visiteur et qui est bon pour 10 ans. Et c'est vrai, mais pour ce 10 ans, il faut maintenant étendre la durée du temps. Et ils l'ont pas fait. Pensez que une fois qu'on te dit c'est 10 ans, c'est pas le cas. Ils sont, vous savez, vous trouvez donc des gens qui passent par le seuil d'Oxford et qui vous amènent leurs problèmes. Et on demande donc vraiment euh, à tout le monde que de poser les bonnes questions. Il y a aussi des gens qui sont des résidents permanents et risquent de perdre ce statut. Déjà, c'est qu'il faut, on essaie de comprendre on va offrir à la personne. Quel est le statut on a? Il y a des gens, par exemple, qui arrivent ici et ils savent même pas qu'est-ce qui a été fait en leur nom. Il y a des gens qui disent oui, je me rappelle, j'ai signé quelque chose, mais je ne me rappelle de rien d'autre. Vous savez, quand vous pouvez essayer que d'appeler les autorités, et si vous pensez que il y a une- euh, qu'il y a des problèmes cachés, peut-être c'est une mauvaise idée que de contacter les autorités. On devrait plutôt contacter quelqu'un d'autre. Parfois, ces requêtes reviennent rapidement. Elles devraient être de retour dans les 30 jours. Mais parfois, après 12 mois, on est toujours en train d'attendre. L'autre chose, c'est quand les clients travaillent sur des demandes. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'obtenir plein de documents. Et vous, il y a plein de fois qu'ils essaient d'obtenir un document par ici, un document par là. Et surtout, s'ils travaillent au niveau légal, c'est parce qu'on a besoin de certificat. Et on te dit souvent, le certificat il est bon, mais il est bon, il y a une fenêtre de validité, c'est de 16 heures. Dans les 16 heures, tu dois obtenir ceci, obtenir cela, et c'est impossible. On n'a jamais pu conclure une requête en 16 heures. C'est pour cela qu'on a besoin d'un allié dans le secteur légal, de façon telle qu'on est en mesure que de ramasser tous les documents. L'autre chose, c'est que là où tu te trouves dans la province, il y a aussi une clinique légale là où tu te trouves. À ce moment-là, c'est une bonne idée que de les appeler pour voir quels sont les services qu'ils fournissent. C'est pas toutes les cliniques qui sont en mesure de faire tous les services, de fournir tous les services. Mais c'est important que de regarder en général qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir faire une référence. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire et où on peut faire les autres choses que eux ne peuvent pas faire. Surtout dans le nord de la province. Il y a des cliniques où, comme dans la nôtre, qui s'occupent des personnes venant du sud de l'Asie. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des clics pour la Chine. Ok. Donc, nous aidons les gens de descendance d'Asie du Sud et chinoise. Alors, vous pouvez joindre vos cliniques juridiques lorsque vous trouvez des solutions pour vos clients. Alors, c'est une guérite très importante que le gouvernement a commencé il y a 2 ans. C'est aussi un des plus gros volumes. C'est le permis de résidence temporaire pour les victimes de violences domestiques. Souvent, très souvent, malheureusement, quelqu'un dans une relation, quelqu'un qui dans un permis de travail avec leurs dépendants, il y a de la violence domestique, les conjoints se séparent et ils perdent leur statut. Le gouvernement a créé ce programme pour les femmes
pour les gens qui tombent sans statut à cause de la violence domestique. Ils peuvent appliquer pour un TRP et ils peuvent aussi demander un permis de travail ouvert. C'est relativement rapide. L'IRCC a une unité, l'IRCC a une unité de traitement spécifique. Pour ça, maintenant, ça va, je dirais, c'est un processus en ligne. Alors, avant, on envoyait ces demandes à Etobicoke. Le processus, c'est moins de 7 jours. C'est incroyable. Et la politique a été passée en février 2025. Euh, Ça peut aller jusqu'à 12 mois. Il y a aussi des TRP plus courts. Généralement, quand quelqu'un a un TRP, ça ne permet pas une réentrée. Et dans certains cas, les gens ont tenu une TRP qui permet une réentrée. Ils peuvent quitter le pays et revenir. Ce n'est pas conseillé, mais, mais c'est une chose qu'on observe en termes de documentation. La partie de soutien, est-ce que la police a été impliquée? Est-ce qu'il y a documentation de soutien? Euh, Obtention de soutien d'autres services, toute la documentation est utile. Et le traitement est très spécialisé. Tu regardes toutes ces exigences. Quelle est l'histoire? Quelle est la demande pour rester dans le pays? Demande aux candidats de réfléchir à leur option. Qu'est-ce que vous allez faire si vous allez rester au Canada? Par exemple, les gens ont des enfants. Est-ce qu'ils vont exercer leurs options familiales en fonction de propriété? L'application va être traitée différemment. Un TRP leur permet de rester au Canada sans quitter leur statut. Donc, c'est quelque chose que le bureau de thérapie pour lequel ils aident. J'ai déjà couvert les exemples. C'est une question, c'est quelque chose qu'on a rencontré souvent. Voit ça dans notre practice. Et le gouvernement du Canada, sur le site web, dit vous devez avoir perdu votre statut pour appliquer pour un TRP. Euh, L'IRCC, parce que vous avez déjà un statut temporaire, vous n'allez pas obtenir un deuxième, mais euh, euh, vous n'avez pas besoin de donner des conseils là-dessus. Dites aux clients d'aller chercher des conseils judiciaires s'il y a des violences familiales dans la relation. L'IRB peut demander, et il y a eu des cas où ça a fonctionné pour obtenir un. À l'IRB, il y a différents moyens d'appliquer pour un TRP. Un est pour appeler la ligne d'aide d'IRCC. Il y a un formulaire web. Pour les questions de violence familiale, la ligne téléphonique IRCC, ils ont une ligne spécifique euh, pour le temps d'attente est court, donc vous pouvez parler aux gens d'IRCC en 30 minutes ou moins, au lieu de parfois 4 ans, 4 heures, ou voire plusieurs jours. C'est une grosse différence. Les durées de processus, c'est très rapide. Ça peut être valable pour 12 mois. Les renouvellements sont possibles, mais il faut des raisons. Il n'y a pas de gouvernement automatique pour les TRP.
Et c'est qu'on dit aux gens, faites attention, ne sortez pas du statut de TRP. Il faut qu'il y ait un lien, et toujours un lien. On parlait, il y a une catégorie de TRP. Il faut continuer le TRP pour 3 ans ou 5 ans. Si vous perdez, là, ça crée vraiment des problèmes pour devenir permanent. Alors, les demandes HNC, humanitaires et compassionnées, ça a été vraiment affecté par... Je veux parler un peu, quels sont ces changements, les temps de traitement. Jusqu'à maintenant, je dirais, il y a 10 15 ans, l'IRCC avait ce processus. Il y avait des délais, un cadre de temps de traitement spécifique. Il disait, on va vous dire combien de temps ça prend pour traiter ce type de demande en fonction de l'information que nous avons pour traiter 80% des demandes pour cette catégorie spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le, L'IRCC traite 80% des demandes mais c'est basé sur l'information historique. Ça peut ne pas être exact parce que je ne sais pas quelque chose qui s'est produit. Maintenant, la durée du processus a augmenté. On en sait bien. L'IRCC élimine 4000 emplois. Ça peut affecter. Euh, j'essaie d'être plus transparent et vous dire, avant que vous faites de l'application, vous devez savoir, ça va prendre tant de temps pour traiter ce type de demande. Et des fois, il y a 10 ans, 16 ans. Pour revenir à HSC, qui a un temps très long de traitement, ils reçoivent un très petit nombre, je crois que c'est 7500 par an, non, 10 000. 10 000 demandes par an, et soit 7500 ont déjà obtenu et le temps de processus, c'est 4 5 ans. Et c'est tous des demandeurs à l'intérieur du Canada. Ils sont en limbo. Et les demandes HSC, et c'est une erreur. Si je fais une demande à HSC, je ne peux pas être expulsé du Canada. C'est pas vrai. Un autre défi que l'on rencontre dans notre pratique, si un appliquant, c'est une demande HSC, c'est on fait une demande HSC parce que vous ne pouvez pas arriver au pays, parce que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle autre catégorie. La deuxième partie du test qu'il y a, il faut qu'il y ait des difficultés très spécifiques pour ne pas pouvoir faire de demande en dehors du Canada. Et le seuil de documentation, les exigences de documentation sont énormes. Et le temps le plus récent de traitement, c'est 10 ans. Récemment, ça dit aux gens, oubliez ça, ou si on vous appliquez, on peut changer la loi. C'est dire c'est très rapidement des demandes particulières, HCC pour violence, et il peut y avoir un traitement rapide au crédit de l'IRCC, un de mes clients il y a quelques mois, et a fait une demande HCC, l'a obtenue en 100 jours. C'est fou, étant donné qu'on a entendu parler de 6 ans. Donc, en fonction de la situation et des circonstances, de la circonstance de l'information, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des processus spécifiques pour faire une demande.
Alors, les extensions et les restaurations pour le statut temporaire. Les gens doivent demander pour et le prolongement et les changements. C'est pour l'extension, ce n'est pas pour TRP. TRP, c'est différent. Un bon nombre euh, se euh, confondent TRV et TRP. Et on appelle ça un permis du ministre. Euh, les gens viennent pour une visite, tout le monde une visite, ou une fois qu'ils sont dans le pays, ou ils sont dans un pays qui ne demande pas de visa. C'est les différences terminologiques qui existent. Oh. Alors, pour vos processus de triage, il faut identifier s'il y a si quelqu'un, un étudiant, ils ont, ils savent peut-être si vous pouvez respecter les échéanciers et si quelqu'un a été refusé, ils n'ont que 15 jours pour faire un appel à la Cour tribunal fédéral. Si quelqu'un arrive à la porte, il faut trouver de façon à être priorisé. Alors, je vais pas. Ça, c'est disponible pour le site web IRCC. Alors, qui peut poser une demande pour un permis de travail ouvert? Parce que le Canada, les autres catégories, vous pouvez regarder ça sur le site web IRCC. Les nombres se réduisent à la minute. Il me reste 15 minutes. Je vais aller aux questions. On a aussi les permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables, particulièrement pour les gens qui sont là sur un permis de travail fermé, mais ils ont été exploités financièrement, émotionnellement ou sexuellement, ou tout autre abus qu'ils ont subi d'un employeur. Ils ont ce type de documentation et qui doivent sortir de ce permis de travail ouvert. Ils peuvent fermer, pardon, ils doivent demander un permis de travail ouvert, bien sûr, généralement, les, les visas, c'est disponible pour 12 mois avec des possibilités limitées de renouvellement. C'est important à savoir. Les endroits clés. Comment est-ce qu'on reste à jour? Voilà les endroits où vous pouvez vous assurer que vous obteniez la bonne information. Si les plateformes de médias sociaux, l'IRCC et autres, les organisations qui travaillent dans le secteur. Et dernière chose, souvent, les clients arrivent, j'ai entendu parler de ça sur une vidéo Instagram ou TikTok. Une opportunité fantastique pour devenir résident permanent. Je veux dire, réfléchissez, la source d'information est si importante. Dans un paysage qui change en permanence, il faut rester vigilant, il faut être resté attentif parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles pour discerner les bonnes sources d'information et les sites frauduleux, les mauvaises sources d'information. C'est la question la plus importante. Alors, on a terminé et vous pouvez poser vos questions. En ligne ou en présence, j'essaierai de répondre. Nous essayons tous les deux de répondre. Je sais, c'est beaucoup d'informations à absorber. Thank you so much for all the. My name is Max. I work with the Je m'appelle Max, je travaille à 519.
J'ai une couple de questions. Tout d'abord, la première, c'est lié. J'ai toujours l'impression que l'IRCC, que l'immigration, il nous faut un ombudsman. Si vous n'êtes pas d'accord avec le processus, on devrait avoir quelque chose de similaire dans l'immigration, alors qu'il y a que l'IRB, mais l'IRB regarde que des cas spécifiques, pas le processus général. Ma question est, même avant la mise à jour, il y a un sens d'une application malicieuse de la lieu. La loi sur la protection des réfugiés, sans quelqu'un demande un statut de réfugié, doivent avoir une audience dans les 30 jours, à moins qu'il y ait des charges de travail qui empêchent ça. Mais en réalité, ça va de 30 jours à 2 ans. C'est pas vraiment une extension, c'est pas un prolongement, c'est malicieux. C'est pas l'application légitime du prolongement de l'application de la loi. Comment on gère ça? C'est ma question. Est-ce qu'il y a des débats juridiques pour appeler ça malicieux ou remettre ça en question à une personne ombudsman? J'ai une autre question non connectée. Je vais aussi aux fins de clarification à propos du pouvoir qui est donné au conseil de visa. Je me rappelais, quand je suis arrivé au pays, la personne devant moi, à l'aéroport, une personne a eu son permis de travail annulé. Ils ne sont pas rentrés au pays. D'après moi, ça a toujours été le cas, mais j'entends beaucoup de discussions que maintenant c'est un pouvoir qui va être donné à ces BSR. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou quels sont les changements? Merci. Je vais répondre à la première partie. Je pense que les tribunaux sont les seuls où il y a le seul rôle de la supervision, c'est sur ce que fait l'IRB et l'URCC fait sur le traitement des demandes. C'est une des plus grosses frustrations qui, qui rend les gens imputables. Mais dans certains cas, comme un cas, un tribunal fédéral, que ce soit pour les réfugiés, l'immigration ou les résistances temporaires, il y a de la jurisprudence. Il regarde la jurisprudence et il ramène ça pour apporter des changements politiques. Mais à l'heure actuelle, on a un défi de charge de travail à la IRCC pas assez suffisamment drôle. Il se débarrasse des ressources, et l'IRCC et ailleurs. La deuxième partie de cette question, comment il gère à prolonger les délais. C'est malheureux, mais c'est comme ça que le fonctionne. C'est un système brisé, euh, dysfonctionnel, le système d'immigration et de réfugiés. C'est un système complètement brisé. Il y a C'est une demande, reste là sans être traitée. On peut demander que ça aille dans le tribunal fédéral, mais ce n'est pas nécessairement une personne, un ombudsman. Comme praticien, on fait une escalade dans le processus avec les gestionnaires de programme ou les responsables qui à l'IRCC, mais ce sont des cas ad hoc. Il y a des mécanismes qu'on peut utiliser dans certains cas spécifiques. Voilà. La différence entre la nouvelle législation, c'est qu'ils peuvent annuler de refuser une entrée, mais c'est quelqu'un et le Canada, ils ils peuvent prolonger indéfiniment, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle.
Allô, bonjour, je m'appelle Aldina et je suis pour une organisation. Ma première question, vous avez mentionné d'un examen s'il y a un long délai de traitement. Quel est le délai le plus long? Et après, ces délais, est-ce que c'est pour les cas à l'étranger ou au Canada? Quel est le cas le plus long que vous avez? Mon autre question, c'est sur le projet de loi C12. Un document. Est-ce qu'il y a des critères d'intérêt du public? Pour constituer la documentation. Si je suis migrant reçu, s'ils ont un résident permanent, s'ils ont commis un crime, ils peuvent être déportés. Quel type de crime qui peuvent amener à une déportation? On a, il y a un cas de quelqu'un qui s'est retrouvé en prison pour une bataille, une bagarre. Il a été déporté. Je comprends rien. Alors, comment est-ce qu'ils doivent demander un visa temporaire ou non? Beaucoup de questions là. Première question concernant les délais. On demande au tribunal que j'ai appliqué quelque chose de l'IRCC. Euh, si mon demande reste là, est-ce que vous demandez au tribunal d'intervenir pour que l'IRCC prenne une décision? Généralement, ce que le tribunal examine, qu'est-ce que l'IRCC dit sur le pourquoi il y a un retard? Quel est le temps normal de traitement? Et si par exemple, euh, si pour un cas particulier, le temps habituel est 3 ans, aucun tribunal ne va prendre en charge avant 3 ans. Le, est-ce que l'IRCC, qu'on n'a pas de contrôle sur une tiers, va faire les vérifications? Généralement, plus il y a de retard, de délai, plus le tribunal peut intervenir, mais il y a des limites. Quelles sont les conséquences négatives à cause du retard? Il n'y a pas une seule réponse. Ce n'est pas s'il y a 10 ans, vous pouvez être accepté. Et la deuxième question, quel type de crime peut vous rendre inadmissible et déporté? C'est déjà dans la loi. C'est déjà dans la loi. Des violations des droits de la personne, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. On parle si quelqu'un est accusé de terrorisme, d'acte de terrorisme, c'est considéré comme la criminalité sérieuse et même un résident permanent peut être rendu inadmissible à cause de cela. Mais ce que je vois généralement, c'est si quelqu'un a été accusé d'agression. Et dans ce cas, ça dépend du type du crime, quelle est la peine maximale et s'ils ont été condamnés ou non. Les charges criminelles
Ça va pas vous rendre exclu, vous êtes condamné. Vous pouvez faire face à une procédure d'inadmissibilité. Quelles sont les autres questions? Oh non. À propos de ces 12, alors quel serait l'intérêt du public? Qu'il y a un critère, je pense. La façon dont c'est formulé, j'ai pas lu la portion provisoire, mais c'est très large. Comme ils l'ont mentionné dans la diapositive, il dit si c'est l'intérêt du public. Ça veut dire que si on a trop d'applications, et si dans l'intérêt du public il y en a trop, euh, c'est relativement large et c'est pour ça que c'est inquiétant. Et est-ce que c'est pour les réfugiés ou est-ce que ça s'applique aussi pour les gens de l'intérieur? Est-ce qu'ils peuvent demander, est-ce que c'est applicable pour les réfugiés aussi et ils ont besoin de protection? Je doute que ça va être la partie de demande, mais c'est un projet de loi, c'est provisoire, c'est pas encore. Je ne l'ai pas lu en détail. Est-ce que c'est apparu le 8 octobre? Je pense pas. Je crois que ça va être un gros problème pour le gouvernement pour dire les gens qui sont là et qui vont demander le statut de réfugié, ils vont vous dire oh, c'est pas dans l'intérêt du public de traiter ça parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'ils ont signé avec les Nations Unies. Je pense pas que ça va être possible, mais dans d'autres cas, ça peut être applicable. Et Et si quelqu'un était au Canada pour plus d'un an, il ne peut pas faire une demande de réfugié. Euh, euh, si quelqu'un demande une demande de statut de réfugié, mais qui sont au Canada depuis un an, ils sont inadmissibles. Alors la seule option, euh, ça peut être la seule option, et sécuriser une protection. Et ce système va être surchargé. Et il y a juste le tribunal fédéral, que vous allez voir beaucoup de pression sur le tribunal fédéral. Merci, ça a été très utile. Merci pour une présentation si engageante. Je vous engage à remplir le formulaire d'évaluation manuellement ou sur l'application. Et si vous voulez, on peut venir vous trouver à vos tables inaudibles. Inaudibles. Ah, c'est les discussions privées. Les diapos, ça c'est quelque chose pour tout le monde. Elles sont disponibles. Donc oui, donc vous voulez les diapos, elles sont disponibles.